L'échec du lancement de la fusée Ariane la nuit dernière, un coup dur pour les chances européennes sur le marché des satellites. Proche-Orient, appel du roi du Maroc à Israël pour une réponse positive au projet arabe de Fès. Liban, départ du contingent américain de la force d'interposition internationale. Championnat d'Europe d'athlétisme, une médaille de bronze française aux 400 mètres haies grâce à Chantal Réga. Madame, monsieur, bonsoir. 450 millions de francs à l'eau. Au bout de 13 minutes de vol, la fusée Ariane a raté la nuit dernière sa première mission commerciale. La fusée européenne devait, à 4 heures ce matin, s'élancer de la base de Kourou, en Guyane, pour placer sur orbite 2 satellites européens. La fusée s'est abîmée dans l'Atlantique. Philippe Dumez. Il n'est pas très fréquent qu'une fusée parte à l'heure prévue. Mais comme pour le 4e vol, Ariane s'est envolée cette nuit à 4h12, comme le prévoyait le programme. Tout s'était parfaitement déroulé pendant la préparation de ce vol, mais la fusée attendait à Kourou depuis 4 mois que les satellites soient prêts à être envoyés dans l'espace. Le climat de la base de Guyane est très chaud et très humide. Ce n'est donc pas facile d'y conserver un matériel plutôt fragile, mais rien n'indique que ce fut le cas. Le décollage s'est donc effectué sans problème. Les 4 moteurs du premier étage ont parfaitement fonctionné pendant 2 minutes et 27 secondes. La mise à feu du 2e étage n'a posé aucun problème non plus. Et pendant cette période de vol, la coiffe a été éjectée comme prévu vers 140 km d'altitude. C'est à ce moment qu'un radar de Natal au Brésil prend en compte la fusée. La séparation du 2e et 3e étage s'est effectuée sans problème avec une mise à feu qui a eu lieu toujours comme prévu au bout de presque 5 minutes. Après 14 minutes de vol, juste avant la mise en orbite des satellites, le moteur du 3e étage s'est arrêté avec 30 secondes d'avance. Une défaillance grave qui a interrompu la mission mais dont les causes peuvent être multiples. C'est peut-être à cause de la case à équipement, elle se trouve juste à la base de la coiffe, et c'est un peu le cerveau de la fusée qui aurait donné un ordre erroné dû à une mauvaise programmation. C'est peut-être aussi le moteur qui a brûlé trop vite son combustible composé d'oxygène et d'hydrogène liquide. Le 3e étage de la fusée Ariane est le plus complexe de cet ensemble de 47 mètres de haut. C'est aussi le plus délicat à mettre au point dans la mesure où l'on doit reproduire sur Terre les conditions du vide spatial pour le mettre au point. Mais à aucun moment, ni lors des essais, ni lors des vols précédents, ce 3e étage n'a eu le moindre comportement bizarre. Il faudra un certain temps pour déterminer la cause de cette panne, mais cela peut être aussi très rapide. Ariane est un engin simple, mais qui fait appel à des techniques fort complexes. Les premières indications précises sur les raisons de la panne sont en principe enregistrées sur la bande de télémesure qui a été analysée cet après-midi au centre spatial de Kourou. Patrick Esther, vous êtes sur place, alors le point de l'enquête. Ce soir encore, c'est la consternation ici au centre spatial de Guyane qui se remet assez mal, il faut bien le dire, de l'échec d'Ariane L05. Il y a un peu plus d'une heure, les techniciens ont commencé à dépouiller les bandes magnétiques de la station de poursuite de Natal au Brésil, la dernière base à avoir eu le contact radio avec Ariane. Jusqu'ici, rien n'a filtré et l'on ne sait toujours pas pourquoi le 3e étage s'est arrêté 30 secondes avant le temps normal, empêchant ainsi la mise en orbite. Peut-être en saurons-nous un peu plus vers 23h, heure de Paris, car une première conférence de presse doit avoir lieu à la salle optique du centre de Kourou. Si la panne est facile à détecter sur les signaux des télémesures, peut-être pourrons-nous alors estimer le retard qui frappe déjà le programme Ariane, puisqu'il a été décidé qu'Ariane 6, qui devait embarquer aujourd'hui pour Cayenne, restera dans le hall d'assemblage des Mureaux à côté de Paris, jusqu'à ce que ce problème de 3e étage soit totalement réglé. Ici, on ne veut pas prendre de risques avec le prochain tir. L'échec, en tout cas, est d'autant plus coûteux que la fusée européenne, en précédant de 2 mois le premier vol commercial de sa concurrente la plus directe, la navette spatiale américaine, la fusée européenne portait les chances de l'Europe de se placer sur le fructueux marché des satellites. L'enjeu, Jacques Violet. Hier à Kourou, c'était l'optimisme. Les clients du monde entier étaient là et les dirigeants d'Ariane Espace parlaient de leur carnet de commandes. Nous avons un carnet de commandes de 3,6 milliards de francs aujourd'hui, dont plus de 55% est fait d'exportation hors Europe. Et ce qui est d'autant plus encourageant, c'est que nous avons obtenu des commandes aux États-Unis même par 3 grandes compagnies américaines en compétition avec la navette spatiale Hector Delta sur son propre terrain.
Cet échec donc arrive au plus mauvais moment. Le carnet de commandes est bien rempli, 35 commandes fermes et 13 options. Dans 3 ans, en 1985, c'est 8 à 10 fusées Ariane qui devraient quitter le sol de Kourou. Presque un tir par mois. Les clients qui ont commandé ferme ne devraient pas annuler si le retard n'est pas trop important. Pour les autres, les options, ils vont au moins attendre le prochain tir avant de confirmer. L'échec de la nuit dernière coûte environ 450 millions de francs. Les assurances ne rembourseront que 140 millions. En effet, seul Marex B, que vous voyez sur ces images, pendant sa mise en place à Kourou, était assuré. Le second satellite, Sirio 2, un satellite scientifique ne l'était pas plus que la fusée Ariane en tant que lanceur. Il faut rappeler aussi que Ariane avait 2 mois d'avance sur la navette spatiale américaine. C'est seulement au mois de novembre prochain que cette fameuse navette devrait mettre sur orbite gestionnaire des satellites civils. À l'issue du sommet de Fès, le monde arabe, regroupé à quelques exceptions près autour de la cause palestinienne sous l'impulsion de l'Arabie saoudite, le monde arabe entend marquer le pas. Dans un appel direct et nominal à Israël, le roi du Maroc, Hassan II, demande ce soir que le plan arabe pour parvenir à la paix au Proche-Orient trouve un écho positif puisqu'il ouvre, je cite le roi du Maroc, un nouveau chapitre de l'histoire. Alors Philippe Rochaud, vous rentrez de Fès où vous avez suivi le sommet. Au-delà de cet appel du roi du Maroc, ce sont bien les modérés qui, semble-t-il, ont pris en main la politique arabe maintenant. C'est vrai, ce sont les modérés puisqu'ils ont réussi à rallier la Syrie et l'OLP à un plan de paix qui prévoit implicitement l'existence de l'État d'Israël. Alors le roi Hassan II faisait partie de ces modérés et finalement ses propos n'ont rien d'étonnant dans sa bouche, mais l'important c'est qu'il les ait tenus au lendemain d'un sommet arabe qui s'est réuni chez lui. Donc s'il a pris le risque de lancer cet appel, c'est qu'il a derrière lui la majorité des États arabes, sinon il serait désavoué sur le champ. Mais c'est aussi parce qu'il veut profiter du succès du sommet de Fès pour aller plus loin, pour aller au-delà de la déclaration finale et tendre en quelque sorte une main à Israël. Et selon Hassan II, Yasser Arafat fait maintenant partie officiellement du comité des chefs d'État arabes qui doit aller informer les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies des résultats de Fès. Alors les États arabes ont décidé effectivement d'envoyer Arafat au Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils entendent jouer à nouveau la carte palestinienne. Ils veulent jouer la carte palestinienne dans la paix comme ils ont joué la carte palestinienne dans les différentes guerres qu'ils ont menées contre Israël. Donc ils veulent jouer cette carte parce qu'ils estiment que le problème palestinien reste le fond du problème et que les Arabes continuent à dire au sommet de Fès, quand le problème palestinien sera résolu, le conflit israélo-arabe le sera aussi. Le plan de Fès restera lettre morte, réplique Israël. Les propositions de Fès ne représentent rien de nouveau, a répété aujourd'hui le ministre israélien des Affaires étrangères. Elles appellent simplement, a-t-il dit, à la guerre contre Israël. Washington, tout en applaudissant aux conclusions du sommet de Fès, continue de défendre le plan Reagan sur l'autonomie palestinienne, un plan qui, selon le secrétaire d'État américain George Shultz, est plus à même de recueillir l'adhésion des parties intéressées. À Beyrouth, la force multinationale d'interposition, déployée il y a maintenant 3 semaines, commence à se retirer de la capitale libanaise. Le contingent américain est parti aujourd'hui. Bruno Albin. Les 800 fusiliers marins américains de la force multinationale installée au Liban depuis le 25 août ont quitté leur secteur, celui du port, ici par hélicoptère ou en embarquant directement à bord de ce navire de transport de troupes. Les 500 soldats italiens doivent partir à leur tour demain. Ils laisseront sur place les parachutistes français qui partiront le 21 septembre. Cette force avait un mandat d'1 mois. Sa présence avait pour but d'assurer le départ des combattants palestiniens de Beyrouth. Et ce matin, pour le départ, les soldats avaient déployé une banderole « Mission accomplie ». Le gros des forces de l'OLP a quitté le Liban, c'est vrai, mais il reste de nombreux combattants dans le nord du pays. Les Syriens de la force arabe de dissuasion sont toujours présents et l'armée israélienne campe sur ses positions. Une défaite sévère pour le président Reagan. Le Sénat américain vient de passer outre au veto présidentiel sur une rallonge budgétaire. L'image s'inscrit dans la routine diplomatique et pourtant, sur le fond des rumeurs qui circulent à Moscou ces temps-ci, elle mérite d'être vue. Leonid Brejnev reçoit le secrétaire général des Nations Unies. La télévision soviétique le montre, et cela au moment où les spécialistes de kremlinologie évoquent de plus en plus la possibilité du départ du numéro 1 soviétique. Autre signe troublant, les communications téléphoniques entre l'URSS et les États-Unis ont été interrompues ce matin. Même chose pour les liaisons avec l'Allemagne fédérale et la France. Écoutez.
L'exploitation automatique à destination de l'Union soviétique est interrompue pour une durée indéterminée. Oui, les liaisons sont donc complètement interrompues, liaisons automatiques et manuelles aussi. Les raisons en sont techniques, déclare-t-on à Moscou. Au cours des 2 derniers mois, les liaisons avaient été progressivement réduites. Les autorités polonaises ont officiellement demandé aujourd'hui l'extradition des membres du commando qui, hier, ont été capturés par la police suisse après avoir occupé pendant 3 jours l'ambassade de Pologne à Berne. La personnalité pour le moins bizarre du chef du commando, qui prétend avoir appartenu au service secret polonais, est appréciée de façon très différente par les autorités suisses qui persistent à voir là un acte criminel, alors qu'à Varsovie, les organes officiels continuent d'en souligner le caractère politique. Daniel Catlin. Après le dénouement hier de la prise d'otage à l'ambassade de Berne, les autorités helvétiques enquêtent maintenant sur le passé des 4 hommes du commando. Leur chef, Florian Gruzík, intéresse particulièrement les policiers. Né en 1940, il est bien connu des émigrés polonais de La Haye, en Hollande, où il avait ouvert il y a 18 mois un restaurant, le Chopin, alors qu'il était manifestement sans le sou. Gruzík avait refusé d'apposer dans la salle de son restaurant une affiche du syndicat Solidarité dont il se déclarait un adversaire convaincu. Pour les Polonais de La Haye, Gruzík était probablement un indicateur. Un de ses clients affirme l'avoir surpris donnant des renseignements à un membre de l'ambassade de Pologne. La police autrichienne de son côté rappelle que Gruzík avait été condamné à Vienne en 1968 pour infraction à la loi sur la sécurité de l'État. On l'avait accusé à l'époque de travailler pour les services secrets polonais. Fin 68, il s'empare de 40 000 francs chez un commerçant juif de Vienne en se faisant passer pour un membre de l'organisation palestinienne El Fatah. Il purgera pour cela une peine de 8 ans de prison et les autorités polonaises, de leur côté, présentent leur propre version. Terroriste ou criminel, la télévision polonaise hésite encore sur le qualificatif à donner aux auteurs de la prise d'otage de l'ambassade de Pologne à Berne. Terroriste, cela permettrait d'impliquer moralement toute opposition à l'état de siège en Pologne ou à l'étranger. Mais pour exiger leur extradition, il est plus convaincant sans doute de parler de simples criminels recherchés par la police polonaise. La personnalité du chef du commando est suffisamment douteuse pour permettre les 2 interprétations. D'un côté, on souligne qu'il s'est rendu coupable en Pologne de plusieurs délits de droit commun et qu'il a récidivé en Autriche. De l'autre, on affirme qu'il avait offert successivement ses services à la police autrichienne, à celle des Pays-Bas et aux services de renseignement ouest-allemands pour espionner les réfugiés polonais. Une chose que l'on tait pudiquement, en tout cas ici, c'est qu'il avait aussi été condamné en Autriche pour espionnage au profit de la Pologne. En France, l'actualité ce soir porte toujours la marque de la tragique fusillade qui, dans la nuit de mercredi à jeudi à Paris, a coûté la vie à une jeune fille de 17 ans et gravement blessé ses 3 compagnons. Les 4 policiers qui ont tiré sur leur voiture à l'occasion d'un banal contrôle d'identité, les 4 policiers sont toujours gardés à vue. Une information judiciaire a été ouverte et ils doivent ce soir être présentés à un juge d'instruction. Le point de l'enquête, Bruno Ledreff. Il est maintenant bien confirmé que le conducteur de la R30 a renversé le brigadier de police qui se trouvait à l'avant de son véhicule. Des traces sur le capot l'attestent. C'est l'une des nouvelles précisions apportées par l'enquête que mène encore ce soir la police des polices, l'inspection générale des services. On sait également que le brigadier ainsi que les 3 policiers qui l'accompagnaient ont tous tiré en visant le chauffeur. Et puis il y a ce policier qui a vidé les 6 balles de son chargeur en direction du véhicule. Sur la R30, on a bien relevé 6 impacts de balles, toutes à l'arrière du véhicule. Les 5 autres balles qui ont atteint la voiture sont-elles passées à travers la lunette arrière et la vitre avant qui se sont toutes 2 désintégrées sous le choc. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, hier soir dans ce journal, refusait de parler de bavure et invoquait la légitime défense des policiers. Il semble bien, Paul Lefebvre, que ce soir, l'argument ne soit plus d'une évidence absolue. Mais non, le principe, Christine, le principe de légitime défense est régi en droit français par les articles 327, 28 et 29 du Code pénal. La légitime défense est reconnue lorsque l'auteur de l'acte criminel a agi face à un danger grave et imminent et d'une manière proportionnée à la menace. La présentation des
des 4 policiers dont un juge d'instruction et leur inculpation probable ce soir prouvent que les magistrats n'ont pas déterminé, d'après les propres déclarations des policiers, la menace grave et imminente et n'ont pas jugé la riposte proportionnelle à la menace, si tant est que cette dernière ait été réelle. En effet, d'abord, les 11 impacts sont tous situés au-dessus de la hauteur des pneus, c'est-à-dire que les policiers, comme disait Bruno Dreyf à l'instant, ont tiré pour toucher et non pas pour immobiliser la voiture. Ensuite, la thèse selon laquelle 3 d'entre eux auraient tiré pour protéger le 4e renversé sur le capot ne tient pas, car ils risquaient ainsi, par leur balle de derrière, de tuer leurs camarades. Également, le fait que les 4 occupants de la voiture n'étaient pas armés prouve que la riposte a été largement disproportionnée par rapport à la menace réelle ou supposée, comme l'a reconnu parfois la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Enfin, l'inculpation du policier théoriquement menacé par la voiture démontrerait que les enquêteurs n'ont pas pour l'instant découvert d'éléments accréditant cette menace. Alors je crois que cette affaire est exemplaire car elle rappelle une fois de plus que les policiers n'ont pas plus que les autres citoyens le droit de tirer et qu'ils ne peuvent le faire que s'ils sont directement et gravement menacés. Ça, c'est un aspect des choses. Il y en a un autre d'aspect qu'il ne serait pas loyal d'écarter. Ces hommes, ces patrouilleurs, sont chaque nuit agressés, insultés, menacés. On leur tire dessus, sans sommation bien sûr, et on défonce leur voiture, et plusieurs d'entre eux ont été abattus par des truands qui se moquent bien du principe de légitime défense. Il faut donc à ces hommes un sang-froid et un mépris de la peur dont chacun de nous n'est peut-être pas capable. On n'est pas toute la nuit, chaque nuit, un héros. Ces policiers, on les appelle parfois par dérision des cow-boys, mais vous savez, les shérifs aussi étaient des cow-boys. Fusillade d'une autre nature. Ce matin à Paris, un déséquilibré a volé un fusil de chasse et tiré sur les passants rue de Lyon. 1 mort, 4 blessés. Le chiffre du jour, c'est encore le cours du dollar qui n'en finit pas de grimper. 7 francs 0,85, nouveau record historique. En une semaine, la devise américaine a pris 1,5% de plus contre le franc. Le Deutsche Mark, en revanche, a très légèrement régressé. Le franc continue de faire preuve de faiblesse. La tenue du franc, mais aussi l'ensemble de la politique économique du gouvernement, essuie les critiques sévères de Raymond Barre. Dans une longue interview à l'Expansion, l'ancien Premier ministre déclare, je cite, « La politique actuelle fait entrer la France dans l'avenir à reculons ». Politique encore, Olivier Stirn, vice-président du Parti radical et membre du Lien, a été reçu pendant plus d'1 heure ce matin par le chef de l'État. Une rencontre, a dit M. Stirn, qui s'inscrit dans l'esprit d'une opposition constructive. Demain et dimanche, le Parti communiste français va célébrer, comme tous les ans à la Courneuve, la fête de l'humanité. Le Parti communiste entend donner un éclat particulier à sa grande manifestation de rentrée. Serge Misseret en a vu les préparatifs dans les pas d'un militant de base. C'est la première fois que vous plantez des clous comme ça sur... Non, ouais. Non, déjà l'année dernière, je l'ai fait aussi, la fête de l'UMA, ici. C'est votre première fête de Ah non, non, depuis 73. Jackie Vachereau, 30 ans, marié, 2 enfants. Préposé au PTT, trie les lettres à la gare de Lyon. Membre du Parti communiste depuis 9 ans. Comme lui, ils sont des milliers, militants de base qui chaque année font et défont une ville entière dans le parc de la Courneuve, une ville pour 2 jours seulement. Allez, voilà. L'an dernier, c'était la fête du changement. Cette année, c'est la fête pour la poursuite et le développement de la politique nouvelle, comme dit Roland Leroy, une manifestation placée sous le signe de la production et de l'emploi. Jackie, lui, est venu avec son camping-car et participe avec les camarades postiers du 12e à la construction du CAFCONS, où les artistes vont chanter Aragon, dont le parti fête les 85 ans. La fête de l'UMA, c'est une fête politique, donc c'est un soutien financier à l'humanité, notre journal, donc, et planter un clou, comme porter une caisse, comme monter une tente. Non, mais là, je pense, en plus, je travaille avec des camarades, et bien sûr, je me fais plaisir, j'espère avoir un beau stand, enfin, on espère avoir un beau stand, bon, bah, c'est aussi le respect des gens qui viennent nous voir. Tous des bénévoles. Et on se demande, qu'est-ce qui les pousse à venir ainsi donner leur temps, sans restriction, à militer, à s'engager?
petites restrictions pour adhérer. Et puis j'ai rencontré des camarades à l'armée avec moi, et puis finalement, en discutant, j'ai donc adhéré au parti en 73, après la signature du programme commun. Donc. Mais la crise et l'austérité, comment vous la percevez, vous? Toujours pareil. Il y a des points noirs quand même. Il y a le blocage des salaires. Et ça vous embête, ça? Bah, pas mal, oui, dans la mesure où, étant donné que j'ai pas un salaire très élevé, ça me gêne évidemment d'avoir les blocages des salaires. Surtout que quand on parle des blocages des prix, ils sont pas toujours réels. Alors vous êtes solidaire à 100% ou à 98% ou comment? Je suis solidaire à 100% du gouvernement, mais en disant il y a des choses qui ne vont pas, il faut que ça change. Et je pense que l'intervention des travailleurs, l'intervention du Parti communiste français peut aider à ce changement. Par la discussion? La discussion et même une certaine forme de lutte, qui est peut-être pas la même qu'on pouvait voir avant. Il y a discussion possible. J'ai l'impression d'être entendu là. Entendu. Le travail a repris aujourd'hui à l'usine Talbot de Poissy, mais les tensions persistent. Le ministre du Travail, Jean Auroux, s'est défendu tout à l'heure sur Antenne 2 d'avoir favorisé la CGT dans ce conflit. Je ne fais de cadeau à personne, a-t-il dit. La CGT conteste toujours les sanctions de mise à pied prises à l'encontre de 5 de ses militants. Au-delà de son dernier mouvement de grève, la CGT veut lancer dans les entreprises du secteur automobile une campagne pour produire et acheter français. Il faut dire que les derniers chiffres sur l'évolution du marché automobile accusent une augmentation record de la pénétration des voitures étrangères. Place au sport maintenant et d'abord au championnat d'Europe d'athlétisme à Athènes. Médaille de bronze aujourd'hui pour la France grâce à Chantal Réga dans l'épreuve du 400 mètres haies. Brigitte Duvauchel. Chantal Réga se trouve au couloir 4, maillot bleu, short blanc. Elle venait de prouver qu'elle était en forme ascendante en pulvérisant le record de France à Stuttgart. On la voit ici qui remonte très bien dans la ligne droite. Chantal Réga a été finaliste du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Moscou. Elle est partie très vite. Va-t-elle tenir la distance? Il faut dire que c'est sa première saison de 400 mètres haies. Une reconversion réussie puisqu'elle décroche à ses 13e championnats d'Europe une médaille de bronze en améliorant le record de France de 34 centièmes. Une arrivée très serrée, on a bien l'impression qu'elle va prendre la deuxième place, mais regardez bien à sa droite, c'est l'Allemande de l'Est qui va surgir en effectuant une très belle fin de course. Et voilà, Chantal Réga s'effondre d'épuisement. Première la Suédoise Skoglund. Deuxième, l'Allemande de l'Est, Pfaff. Chantal a maintenant 2 ans pour préparer les Jeux Olympiques de Los Angeles. Je vous rappelle que c'est la 2e médaille de bronze pour la France, la première ayant été remportée par Rosémé Bakoul aux 200 mètres. Une 3e place pour Chantal Réga, à seulement 4 centièmes de la médaille d'argent. Les internationaux de tennis des États-Unis se poursuivent à Flushing Meadow. Demain auront lieu les demi-finales hommes. Ce soir, demi-finale femmes. Anna Mandlikova vient de battre l'américaine Pam Shriver. Elle affrontera donc demain en finale l'américaine Chris Evert-Lloyd. La grosse surprise, vous le savez, a été l'élimination de la joueuse numéro 1 du tennis mondial, Martina Navratilova. Chez les hommes, pas de surprise. Les 4 premiers mondiaux restent en lice. Lionel Chamoulot. La seule grande sensation de Flushing Meadow, l'élimination chez les dames de Navratilova. Après avoir gagné Roland Garros et Wimbledon, Martina Navratilova n'a pas réalisé son rêve, réussir le Grand Chelem. Elle est tombée en quart de finale face à Pam Shriver, sa partenaire de double. Mais on se souviendra longtemps des larmes de Martina. Chez les garçons, pas de surprise. La première demi-finale sera la plus attendue. Lendl, le relanceur, face à McEnroe, l'attaquant. Lendl est toujours à la recherche d'une victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Ici, il a réussi un parcours sans faute et semble avoir retrouvé le goût de gagner. Lendl, qui est le seul droitier des demi-finalistes, a remporté les 4 derniers matchs qui l'ont opposé à John McEnroe. McEnroe a impérativement besoin d'un grand titre pour rester le numéro 1 mondial.
Flushing Meadows, c'est son tournoi, il l'a remporté 3 fois de suite. En quart de finale, McEnroe a dû arracher sa qualification face à son compatriote Jen Meyer en 5-7 superbes. McEnroe part favori, il joue sur sa surface. La deuxième demi-finale oppose les deux vétérans Connors et Vilas, 30 ans chacun. Vilas, depuis le début de cette année, a retrouvé sa confiance et son agressivité avec une nouvelle raquette à grand tamis. Vilas, qui est tombé cette année en finale de Roland-Garros face à Wilander, n'oublie certainement pas qu'en 1977, il avait battu en finale de l'OS Open Jimmy Connors. Jimmy Connors, l'homme du grand comeback. Cette année, il participe pour la 9e fois consécutive aux demi-finales de l'US Open. À New York, comme partout ailleurs, il est le chouchou du public. Son jeu et son humour ont conquis tout le monde. À New York, chacun se prend à rêver d'une revanche explosive de Wimbledon, une finale McEnroe-Connors. La suprématie mondiale serait alors en jeu dimanche soir à Flushing Meadows. Pour cette occasion, sûrement que les avions de la Guardia cesseraient de passer au-dessus du central. Chez les juniors, le Français Guy Forget a été battu aujourd'hui en finale par l'Australien Cash. Football, 6e journée du championnat de France de première division. Ce soir, Lens, le leader, reçoit le Paris Saint-Germain. À partir de ce soir sur Antenne 2, vous allez retrouver Papa Poule. Papa Poule, le héros du feuilleton qui a fait des ravages la saison dernière et qui poursuit donc ses aventures de papa fragile, puisque père célibataire, il s'occupe seul de ses 4 enfants avec l'aide des auteurs Daniel Goldenberg et Roger Kahn. Le papa en question, Sadi Rebot, explique ses problèmes à Yoba Grégoire. La différence avec la première série, c'est d'abord que les enfants ont 2 ans de plus et que les problèmes qui se posent à ce père célibataire deviennent tout d'un coup différents parce que une adolescente, presque une jeune femme de 17 ans, ça n'est pas comme une gamine de 15 ans. Une gamine de 15 ans a des problèmes, mais certains problèmes qu'un père résout plus facilement que ceux qui se posent à une adolescente de 17 ans qui est en train de devenir une femme, des problèmes de premier jus par exemple, des problèmes de pilules. Qu'une mère a la plupart du temps préparé, parce qu'elle est préparée pour ça, elle s'y attend un jour. Un père, c'est moins préparé, il se repose un peu sur l'épouse. Là, il n'y a pas d'épouse. Il y a des épouses, mais elles sont loin. Mais les enfants ne voient pas le problème de cette manière et vont se mettre à la recherche d'une épouse éventuelle pour leur père. Bonjour madame. Bonjour. Là, tous ensemble, on fait une enquête. Avec photo, pour le bahut. C'est les vacances. Oui, mais on fait ça pour la rentrée. Vous voulez bien répondre? Ça dépend des questions. Oh, c'est pas compliqué. Posez toujours, je verrai bien. Vous aimez les enfants? Et les hommes? Les hommes? Comment ça, les hommes? Les pères, quoi. C'est-à-dire que je... Vous êtes mariés? Non. On l'a fait cette photo au Paulin? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes mariés? Oui. Vous n'êtes pas divorcés ou en instance? Quelque chose comme ça, séparés? Non. Bon, bah alors tant pis. Au revoir. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Le temps demain, Philippe Dumez. Oui, bien, ce n'est pas encore l'automne. Il fera plutôt beau et assez chaud. Le ciel ne sera cependant pas aussi dégagé qu'il l'était aujourd'hui, comme nous le montre notre photo satellite, mais le temps sera bien agréable. Nous allons voir ça en détail sur notre carte. Le matin, les brouillards et les brumes matinaux vont se dissiper assez rapidement. Ils ne seront surtout présents que dans les vallées dans l'est de la France. Ils vont donc disparaître. Et après, eh bien, ce sera un temps variable avec présence de soleil un peu partout. Une bande nuageuse va traverser le pays pour se déplacer vers les Alpes, mais elle n'est pas très importante. On craint simplement quelques pluies sur la frontière est. Une zone toujours orageuse sur les Pyrénées et peut-être un risque orageux dans la soirée dans les Alpes du Sud, mais c'est quand même un temps tout à fait agréable avec un anticyclone qui va s'installer sur l'Angleterre et qui va nous amener du beau temps pour dimanche. Côté température, eh bien, elles sont tout à fait confortables, de 22 à 24 degrés dans la moitié nord, de 27, 28 degrés dans la moitié sud. Je pense que c'est tout à fait agréable. Demain, le soleil va se lever à 7h22 pour se coucher à 20h12 et c'est la Saint-Adelphe. À 22h50, Jacques Merlino vous présentera les dernières informations. Demain, antenne de midi avec Philippe Labro.
J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée sur Antenne 2.